Pourquoi vous êtes-vous posé cette question sur l'obligation vaccinale? Principalement pour deux raisons. La première, c'est que ça touche à la liberté de choix. La deuxième, c'est que ça remet en question le consentement éclairé, qui est la base fondamentale de l'alliance et de la confiance aux soins. Au-delà, parce que c'est une question brûlante d'actualité. En l'espace d'un an, les professionnels de santé sont passés de sauveteurs de la nation à un potentiel danger pour la population. Et parce que surtout, les professionnels de santé sont très regardés de la population. Celle-ci sera sensible à notre adhésion, à nos réticences et surtout les raisons pour lesquelles les professionnels de santé vont adhérer ou non à cette campagne de vaccination. Pouvez-vous brièvement vous présenter? Nous sommes tous des professionnels de santé de terrain. Nous nous sommes rassemblés donc au sein du collectif santé et nous avons formé plus particulièrement un groupe sur les questions éthiques. Nous nous sommes centrés en premier lieu sur les recherches actuelles concernant les nouvelles technologies vaccinales, donc vaccins à ARN messager et à ADN, et ce, dans un but de mieux appréhender les enjeux éthiques et sanitaires d'une éventuelle obligation vaccinale chez les professionnels de santé. Nous tenons aussi à préciser plusieurs points importants. Premièrement, nous n'avons pas de désaccord de principe avec la vaccination. Nos propos et nos questionnements n'ont aucune vocation à alimenter ou à s'inscrire dans un quelconque débat pro ou anti-vaccin. Cette controverse n'a pas sa place ici pour nous. En effet, ce qui nous importe face à la mise en place de tout nouveau traitement, c'est la meilleure connaissance possible de ses mécanismes d'action et de ses effets sur notre santé, bons ou mauvais. Nous nous référons tout simplement, de manière scientifique et objective, à la notion de balance bénéfice-risque, et ce, dans l'intérêt de tous. Pouvez-vous nous rappeler quels sont les différents types de vaccins qui existent contre les virus? Alors jusqu'à présent, il existe trois types de vaccins. Les vaccins inactivés, donc qui sont inactivés avec par exemple du formol ou des ultraviolets, mais qui ont quand même besoin d'adjuvants pour être réellement efficaces. C'est le cas par exemple du vaccin contre la polio. Il y a aussi les vaccins vivants atténués, où là, il y a quand même un danger pour les personnes fragiles, les personnes immunodéprimées ou éventuellement les femmes enceintes pour lesquelles c'est contre-indiqué. Ce sont des vaccins qui ont besoin également d'adjuvants, et c'est le cas du ROR, rougeole, oreillon, rubéole par exemple. Et enfin, il y a les vaccins à protéines recombinantes. Donc là, il s'agit d'injecter des protéines de synthèse qui correspondent aux protéines virales et qui sont fabriquées en laboratoire à partir de cultures de cellules qui sont animales ou végétales. C'est le cas par exemple du vaccin contre l'hépatite B. Et puis depuis le Covid, il y a une nouvelle famille de vaccins qui correspond aux vaccins génétiques, donc soit à ARN, soit à ADN. Ce sont des vaccins qui n'ont jusqu'à présent jamais été utilisés chez l'humain. Je profite de cette question pour rappeler 4 points importants. Le premier point, c'est que les vaccins sont des thérapies préventives, donc qui s'adressent à des personnes qui ne sont pas malades. Le deuxième point, c'est qu'il est particulièrement essentiel pour une thérapie préventive de s'assurer de son innocuité. Autrement dit, on ne raisonne pas de la même façon dans une thérapie curative chez des patients qui sont atteints de maladies graves, où là on peut se permettre de proposer quand même des traitements potentiellement un peu dangereux, ce qui n'est pas du tout le cas pour une thérapie préventive.
Troisièmement, rappeler ce grand principe hippocratique, toujours d'actualité, qui est primum non nocere, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on interagit avec un patient, la base, c'est quand même de ne pas lui nuire. Et puis, en dernier lieu, ce raisonnement qui est absolument fondamental en médecine, qui est d'évaluer la balance bénéfice-risque quand on propose un traitement, et notamment un nouveau traitement. Autrement dit, ça veut dire que d'un côté, il faut quand même avoir pu évaluer le bénéfice attendu pour ce traitement, et d'autre part, avoir une idée quand même tout à fait précise des inconvénients ou des effets secondaires ou effets délétères pour pouvoir calculer la balance bénéfice-risque. Donc quand on est dans une thérapie préventive, a fortiori quand elle va concerner un nombre très important de gens, je dirais que dans ce cas particulier, on n'a absolument pas le droit à l'erreur sur le calcul de cette balance bénéfice-risque. Quelles vaccinations sont actuellement obligatoires en France? Les vaccinations obligatoires en France sont la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Depuis 2018, ont été rendues obligatoires la coqueluche, l'hémophilus influenza B, l'hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Quelle est la procédure pour qu'un vaccin obtienne l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché? Alors, succinctement, il y a pour commencer les études précliniques. Elles se déroulent d'abord in vitro, puis ensuite sur l'animal. Et leur but est de déterminer la stabilité du produit testé, son efficacité, sa tolérance, les doses optimales, ainsi que sa toxicité. Mais je ne vais pas développer ici la notion de toxicité parce qu'on va en reparler un petit peu plus tard. Ensuite, il y a la seconde étape qui correspond aux études cliniques et qui se déroule généralement en 3 phases successives. La phase 1 qui se déroule sur une dizaine de personnes volontaires et en bonne santé, dont le but est d'observer la tolérance du produit et de déterminer sa toxicité dans l'organisme. La phase 2 qui s'effectue cette fois sur quelques centaines de personnes malades volontaires et qui va chercher à étudier la tolérance et surtout l'efficacité du produit. Elle se déroule en 2 temps, le premier pour déterminer les doses minimales et optimales, et le second pour bien authentifier le bénéfice thérapeutique du produit. Et enfin la phase 3, qui reprend les principes de la phase 2, pour bien authentifier l'efficacité du médicament, et qui est réalisée sur un nombre de patients beaucoup plus important, en général quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers. Cette phase se déroule en double aveugle, c'est-à-dire avec un groupe qui reçoit le produit testé, et un autre groupe à qui sera administré un traitement classique s'il existe, ou sinon un placebo. Le double aveugle veut dire que toutes les précautions sont prises pour que ni les médecins ni les patients ne puissent savoir dans quel groupe appartiennent les patients testés. L'idée est alors de prouver à plus grande échelle une meilleure efficacité ou au moins une meilleure tolérance du produit qui est testé. Et c'est seulement en fonction des résultats obtenus au terme de ces 3 phases que l'autorisation de mise sur le marché, ou AMM, peut être attribuée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également une phase 4 derrière, une fois que l'AMM a été obtenue, qui consiste à approfondir encore plus la connaissance du produit. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance, qui permet de détecter les effets rares ou exceptionnels lorsqu'on administre le produit à grande échelle et sur une population qui comporte forcément des personnes fragiles. Cette phase 4 sert également à étudier les effets à long terme ou à très long terme qui seraient passés inaperçus pendant les 3 premières phases. Qu'est-ce qu'un vaccin ARN messager ou un vaccin à ADN? Le SARS-CoV-2 est un virus ARN avec enveloppe. Autrement dit, il est constitué d'un ARN contenu dans une coque protéique, appelée capside, elle-même entourée d'une enveloppe lipidique sur laquelle se trouvent les fameuses protéines spike. Les vaccins à ARN messager, comme ceux de Pfizer ou Moderna, sont constitués de fragments d'ARN viral qui codent pour la protéine spike associée à un vecteur, qu'on appelle aussi transporteur, et qui en l'occurrence est dans ce cas une capsule graisseuse appelée nanoparticule de graisse. Les vaccins à ADN tels que AstraZeneca, Sputnik ou encore Johnson & Johnson
utilise en général un adénovirus bénin, qui est, comme son nom l'indique, un virus à ADN. Ce dernier est rendu inactif par suppression d'un segment de son ADN, qui est alors remplacé par un segment d'ADN qui code pour la protéine Spike. Le vecteur est donc dans ce cas l'adénovirus lui-même, qui est un virus recombinant et qu'on peut qualifier d'organisme génétiquement modifié. Le segment d'ADN qui code pour la protéine Spike est obtenu en laboratoire à partir de l'ARN viral via une enzyme qui est appelée transcriptase inverse, qu'on retrouve dans les rétrovirus, et qui va donc permettre le passage de l'ARN à l'ADN. Pour conclure, ce qui n'est pas assez dit aux gens, c'est que les vaccins à ARN ou à ADN rentrent également dans le cadre des thérapies géniques, parce que ces vaccins génétiques utilisent bel et bien des techniques de thérapie génique. Pour s'en convaincre, on peut se référer à ce que dit l'INSERM sur les thérapies géniques, à savoir que la thérapie génique consiste à introduire du matériel génétique dans les cellules pour soigner une maladie. Dans les différentes stratégies d'une thérapie génique, on peut retrouver les modifications de l'ARN pour obtenir une protéine fonctionnelle. Cette technique consiste à faire produire par la cellule une version modifiée de la protéine qui lui fait défaut ou utiliser des virus génétiquement modifiés. Quelle est la procédure pour rendre un vaccin obligatoire? En France, il faut déjà rappeler qu'il existe 3 pouvoirs. L'exécutif, c'est le président et son gouvernement. Le législatif, qui est représenté par le Parlement et le Sénat. Et enfin le judiciaire, qui est là pour faire respecter la loi. En situation normale, le législatif et le judiciaire sont donc les contre-pouvoirs de l'exécutif. Pour la question des vaccins, c'est le ministre de la Santé, donc l'exécutif, qui élabore la politique vaccinale, après avis du Haut Conseil de la Santé publique. Ensuite, c'est le législateur qui valide et vote la politique vaccinale, et enfin, c'est encore l'exécutif qui en a la charge pour la faire appliquer. On retrouve ce processus dans 2 extraits du Code de santé publique. La politique vaccinale est élaborée par le ministre chargé de la Santé, qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier vaccinal après avis du Haut Conseil de la Santé publique. Il existe d'ailleurs un avis de ce Haut Conseil de la Santé publique, publié le 7 octobre 2016, qui précise « Une obligation temporaire devrait pouvoir être introduite dans des situations épidémiques ou faisant craindre la survenue d'une épidémie visant les professionnels de santé, voire la population générale. » On peut donc souligner qu'en situation d'état d'urgence sanitaire, la question qu'on se pose à savoir de rendre obligatoire ou non la vaccination chez les professionnels de santé est clairement sur la table aujourd'hui. Justement, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'état d'urgence sanitaire? L'état d'urgence sanitaire a débuté en France le 23 mars 2020 sur la base du décret du 16 mars 2020 signé par Édouard Philippe, Premier ministre, Olivier Véran, ministre de la Santé, et Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, et confirmé par la loi du 23 mars 2020. Cette loi est calquée sur le modèle de la loi du 3 avril 1955 instaurée pendant la guerre d'Algérie. Depuis 5 ans, la France a vécu 3 années sous état d'urgence au motif d'attentats et de crises sanitaires. L'état d'urgence donne tous les pouvoirs à l'exécutif. Dès lors, le législatif n'est plus en mesure de faire contre-pouvoir. Il faut également rappeler que le syndicat de la magistrature n'a pas hésité à qualifier l'état d'urgence sanitaire actuel d'état policier. En tout cas, sa durée dans le temps pose au moins 2 questions. D'une part, les critères pour mettre en place un état d'urgence sanitaire, et d'autre part, les critères pour le proroger aussi longtemps. L'état d'urgence sanitaire permet à l'exécutif de s'en remettre au Conseil de défense sanitaire, ce qui correspond au Conseil de défense et de sécurité nationale depuis 2009. La composition du Conseil de défense sanitaire est constituée par le président de la République lui-même, le Premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie et du Travail et d'autres acteurs selon les circonstances. Ce qui pose problème, ce sont les travaux et les comptes rendus de défense classés sous secret d'État. Seuls les avis publics sont consultables. Donc, personne ne sait comment et sur quels critères les décisions sont prises. Que dit la loi française sur le consentement aux soins?
Nous pouvons évoquer tout d'abord la loi du 4 mars 2002, c'est la loi donc dite Kouchner, qui prévoit dans ses textes du Code de la santé publique que aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. La loi du 2 février 2016 vient renforcer ces droits en faveur donc des malades. Ainsi, ces deux textes ont posé les fondations des droits des malades, qu'ils soient ou non en fin de vie. Et nous avons entre autres donc ces notions de primauté du consentement du patient, le droit à l'information du patient et le droit de refuser tout traitement et de prendre une décision en parfaite connaissance de cause. Nous pouvons nous référer aussi à la charte du patient hospitalisé. Ainsi, aucun acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Il y a aussi le code de déontologie médicale qui fait partie intégrante du code de santé publique. On peut y trouver notamment 2 articles. Un qui fait référence au fait que le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Et il y a un autre article qui évoque que les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. L'on peut aussi rappeler le serment d'Hippocrate. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Enfin, au niveau européen, on retrouve entre autres la Charte européenne d'éthique médicale. L'exercice de la médecine implique le respect de la vie, de l'autonomie morale et du libre choix du patient. Quelles sont les limites des études précliniques et cliniques des nouveaux vaccins à ARN messager et à ADN? On va voir qu'il y a de nombreux points qui posent problème. Si on prend l'exemple du vaccin Pfizer, qui est jusqu'à présent le plus utilisé en France, on s'aperçoit par exemple que les phases précliniques n'ont pas respecté les standards. Premièrement, les délais ont été beaucoup trop courts. Deuxièmement, les études sur l'animal sont très incomplètes et à ce jour, les données brutes ne sont toujours pas disponibles. Les phases cliniques, quant à elles, n'ont pas plus respecté les standards. On peut voir par exemple dans les études de phase 1 et 2 qu'elles ont non seulement été très courtes, mais aussi très insuffisantes. On peut même rajouter qu'elles ont été réalisées de façon télescopée et non successive, et leurs données brutes ne sont pas non plus disponibles. Pour l'étude de phase 3, eh bien de l'aveu même de Pfizer, ils ont fait une étude de phase 2-3. C'est en tout cas ce qu'ils écrivent dans leur papier du New England Journal of Medicine, et c'est dire à quel point cette phase 3 est réellement incomplète. Alors, pour bien montrer les insuffisances de cette étude publiée par Pfizer le 10 décembre 2020, on va lister les nombreux biais ou défauts, comme si on appliquait les règles de la lecture critique d'articles, la LCA, que les étudiants en médecine connaissent bien. Par exemple, pour le principe du double aveugle, eh bien ce principe n'est pas respecté. Et on retrouve cette information dans la publication de Pfizer elle-même. Ensuite, on peut y voir que dans les 2 groupes vaccinés et placebo, il y a eu 0 décès liés au Covid. Autrement dit, il est impossible de conclure sur l'efficacité du vaccin en termes de décès. Et pour les formes sévères, là aussi, il n'y a qu'un seul cas dans le groupe vacciné et 3 cas dans le groupe placebo, donc aucune différence significative. En tout cas, on ne peut rien conclure sur l'efficacité du vaccin dans les formes sévères. Ou encore pour les patients âgés, c'est-à-dire de plus de 75 ans, on peut voir que le nombre de patients vaccinés est quand même très faible, 774 patients, et la différence de cas Covid entre les 2 groupes n'est pas significative et surtout très réduite. Donc on ne peut pas conclure non plus à partir de cette étude sur l'efficacité du vaccin chez les personnes âgées. On peut aussi ajouter que l'étude n'a pas concerné les enfants de moins de 16 ans, qu'elle n'a pas inclus de femmes enceintes et qu'elle n'a pas inclus non plus de personnes immunodéprimées. Donc là encore, on ne peut pas conclure sur ces sous-groupes de patients.
De plus, quand on regarde les résultats détaillés de cette étude, qui avance quand même un taux de succès de 95%, puisque dans le groupe vacciné, il n'y a eu que 4 cas Covid contre 162 cas Covid dans le groupe non vacciné, ici, certes, la différence est très significative, mais même là, il y a un problème. En effet, si on regarde attentivement les données, il y a également un groupe de 371 patients qui a été exclu de l'étude pour un motif très imprécis. Le motif d'un écart important par rapport au protocole au plus tard 7 jours après la deuxième dose. Autrement dit, aucune précision n'est donnée sur les raisons exactes de leur exclusion. Et ce qui est surprenant dans ce groupe de patients exclus de l'étude, c'est qu'il y a quand même 311 patients qui appartenaient au groupe vacciné contre seulement 60 dans le groupe placebo. Autrement dit, si quelques dizaines, voire une centaine de ces patients étaient finalement testés positifs au Covid, cela changerait totalement les résultats de l'étude. Or là, il y a un vrai souci, parce qu'on ne nous précise pas pourquoi ces patients ont été retirés de l'étude, alors qu'il y a quand même 5 fois plus de patients dans le groupe vacciné que dans le groupe placebo. Si on continue dans notre démarche, on peut aussi rajouter que l'étude n'a pas évalué l'effet du vaccin sur la contagiosité, qu'il n'y a aucune donnée sur la durée d'immunité acquise au-delà de 2 mois, voire 3 mois maximum, ce qui veut dire aussi que sur le moyen long terme, chez les patients qui ont été vaccinés dans cette étude, on n'a aucune idée sur l'efficacité du vaccin sur les nouveaux variants et évidemment sur les futurs variants. Tout comme on n'a aucune information sur les effets secondaires potentiels à moyen et à long terme, car en fait personne n'en sait rien. Enfin, que penser du fait que l'ensemble des données brutes de l'étude ne soient accessibles que à la fin de l'année 2023, franchement. Pour terminer, on rajoutera un dernier point qui est très délicat, c'est le fait que l'analyse des données de l'étude menée par Pfizer soit réalisée en partie par un personnel appartenant à l'entreprise Pfizer. Or, il faut rappeler quand même que cette entreprise a été condamnée en 2009 pour publicité mensongère, autrement dit pour falsification de résultats, à une somme littéralement astronomique puisqu'elle était de 2,3 milliards de dollars d'amende. Donc, 2300 millions de dollars. Et qu'en plus, Pfizer a encore été condamné depuis pour d'autres affaires de plusieurs centaines de millions de dollars supplémentaires. Par conséquent, la question que l'on est en droit de se poser est celle-ci. L'analyse des données de cette étude est-elle vraiment digne de confiance ? Surtout quand on voit tous les milliards qui sont en jeu dans cette affaire de nouveaux vaccins. À ce jour, 4 points nous inquiètent particulièrement. Le premier point, l'AMM conditionnel, soit l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle, ne peut être attribuée à un produit uniquement s'il remplit les 3 critères suivants. La balance bénéfice-risque doit être favorable au produit, c'est-à-dire le bénéfice de la disponibilité immédiate doit être supérieur au risque inhérent au fait que des données supplémentaires sont nécessaires. Le produit doit répondre à un besoin de santé non satisfait. Et le fabricant doit avoir la capacité de fournir des données supplémentaires après autorisation. Or, on peut se demander si ces 3 critères sont bien remplis. Le deuxième point, une AMM conditionnelle pourrait-elle donner lieu à une obligation de vaccination ? Il n'existe à ce jour aucun précédent, donc cela nous paraît impossible. Le troisième point, le consentement éclairé n'est pas si éclairé puisque les gens sont très mal informés sur la nature des vaccins génétiques et les limites des études des phases précliniques ainsi que des essais cliniques cités plus en amont. Enfin, le quatrième point, plus généralement, pose un problème d'ordre éthique avec le fait que le gouvernement ait choisi de commencer cette campagne de vaccination de masse par les personnes les plus âgées, les plus fragiles, qui peuvent cumuler des difficultés pour une nouvelle thérapie vaccinale. Pour rappel, les données sont insuffisantes au-delà de 75 ans. De plus, le consentement est très succinct ou peu recherché chez les personnes âgées. Il existe un manque de performance à cet âge et les problèmes liés à des effets secondaires, même bénins, peuvent se mêler à la comorbidité des personnes âgées. Ces nouveaux vaccins génétiques présentent-ils des risques spécifiques ? Bien sûr, il y a les risques à court terme qui ont déjà été détectés durant les études de phase clinique. Il y a là-dedans quelques effets graves comme les réactions anaphylactiques ou encore les paralysies faciales, mais il y a aussi des effets à court terme qu'on commence à voir apparaître comme par exemple les problèmes thromboemboliques. On peut aussi dire aujourd'hui qu'il y a un taux anormal de décès qui sont signalés dans les jours ou semaines qui suivent ces vaccins. On peut parler également des effets à moyen long terme
qui, eux, n'ont pour le coup pas vraiment été étudiés. On ne peut donc pas prétendre connaître à l'heure actuelle les effets potentiels. Ce qui pour nous fait défaut et donc n'a pas été encore bien évalué, c'est notamment le risque de toxicité, qui correspond à des risques d'immunogénicité, c'est-à-dire des troubles induits de l'immunité pouvant aller jusqu'au déclenchement de maladies auto-immunes. On n'en sait pas plus concernant les risques de génotoxicité, c'est-à-dire des risques de modification du génome, ni finalement des risques de mutagénicité qui correspondraient à des mutations génétiques induites par ces vaccinations. On va détailler quelques exemples parce qu'il nous semble important qu'on ait conscience du manque de recul sur ces risques potentiels. Pour ça, on va prendre le cas des vaccins recombinants. Le risque est clairement celui d'une intégration de segments d'ADN dans l'ADN humain. En thérapie génique, ce phénomène est connu sous le nom de risque d'insertion. C'est un problème majeur, surtout parce qu'on n'a aucun moyen de maîtriser l'endroit où le segment d'ADN va s'intégrer, et si jamais par accident, il s'intègre sur une zone génomique qu'on appelle oncogène, à ce moment-là, il peut déclencher des mutations. Dans ce cas, on parlera de mutagénèse insertionnelle. Le résultat peut être par exemple l'induction de leucémies qui peuvent survenir quelques mois, voire quelques années plus tard. Le risque d'immunotoxicité, on l'a vu, peut être l'induction de maladies auto-immunes, mais cela peut être aussi le déclenchement de maladies inflammatoires systémiques importantes. Alors pour les vaccins à ARN messager, ils peuvent être potentiellement à risque de mutagénèse pour les patients qui seraient porteurs d'une transcriptase inverse, comme c'est le cas chez les individus porteurs de virus tels que le VIH. Il y a en effet, en théorie, la possibilité de transformer des petits segments d'ARN en ADN grâce à cette enzyme. Il y a aussi un autre risque potentiel pour lequel des éclaircissements ont été demandés à Pfizer, mais qui jusqu'à présent est resté sans réponse. C'est notamment le problème de la purification qui est faite de l'ARN messager, parce que cet ARN messager est fabriqué à partir de séquences d'ADN, qu'il faut ensuite épurer, retirer, et donc il n'est absolument pas garanti que dans le produit Pfizer qui contient de l'ARN messager, il n'y ait pas de débris d'ADN. Il y a encore un autre point qui, celui-ci, est particulièrement inquiétant, c'est la situation suivante. Si un patient qui va être vacciné est déjà porteur d'un virus, qu'il soit à ADN ou à ARN, au moment de sa vaccination, en fait, il peut se retrouver, dans certaines de ses cellules, à la fois le virus et à la fois le vaccin. On comprend donc facilement que cette proximité peut entraîner l'apparition d'un virus recombinant. C'est un phénomène qui est parfaitement connu et qui a déjà été décrit pour la grippe H1N1 et évidemment ce virus recombinant, on n'aura aucune idée de la manière dont il évoluera. Il pourra certes être moins virulent, mais il pourra l'être plus également. Autrement dit, à partir d'une seule personne vaccinée, il n'est pas totalement exclu de voir apparaître un virus recombinant plus virulent et donc le début d'une nouvelle épidémie. Conséquence logique, il faut appeler un chat un chat. La campagne de vaccination de masse qui débute doit être considérée comme une campagne d'expérimentation médicale sur l'humain et de plus à très grande échelle. On rappelle le premier article du Code de Nuremberg. Le consentement du sujet humain est absolument nécessaire. Cela veut dire que la personne intéressée doit être laissée libre de décider sans intervention de quelques éléments de force ou de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes de contrainte ou de coercition. Il faut aussi qu'elle soit renseignée et qu'elle connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur elle afin d'être capable de mesurer l'effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée et le but de l'expérience, ainsi que les méthodes et les moyens employés, les dangers et les risques encourus et les conséquences pour sa santé et sa personne. On rappelle aussi la déclaration d'Helsinki de l'Association mondiale de la médecine sur les principes d'éthique applicables impliquant des êtres humains. Article 8. Si l'objectif premier de la recherche médicale est de générer de nouvelles connaissances, cet objectif ne doit jamais prévaloir sur les droits et les intérêts des personnes impliquées dans la recherche. De plus, la Convention d'Oviedo du Conseil de l'Europe de 1997, où l'article 5 décrit
Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention, ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. En France, le Code de la santé publique décrit aussi que le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche impliquant la personne humaine pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit. De plus, préalablement à la réalisation d'une recherche impliquant la personne humaine, l'information est délivrée à la personne qui y participe. Cette information porte notamment sur l'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche, les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles et aussi les éventuelles alternatives médicales. Plus loin, également, aucune recherche ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit après que lui a été délivrée l'information. Est-il vrai que les laboratoires pharmaceutiques ont été exemptés de leurs responsabilités financières, c'est-à-dire leur devoir d'indemnisation en cas de problème? Tout à fait. Il est important de rappeler la réglementation européenne qui a été faite dans ce sens. C'est la Commission européenne qui a validé le transfert de responsabilité financière des firmes pharmaceutiques vers les États. On peut le retrouver dans le contrat d'achat anticipé signé par la Commission européenne et qui reste d'ailleurs à ce jour inaccessible au grand public, ce qui est tout à fait scandaleux. Il faut aussi rappeler l'exemption de la responsabilité pour les médecins prescripteurs qui a été faite dans le courrier du 23 décembre 2020 du ministre de la Santé Olivier Véran, adressé au président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Ce qui revient à exempter les médecins de leur responsabilité en cas de problème lié au vaccin, au même titre que pour les vaccins obligatoires, conformément à l'article L. 3131-3 du Code de la santé publique. Ces exemptions ont pour conséquence que c'est l'Office national des accidents médicaux qui devra assumer ainsi les dédommagements. Ce sera donc l'État qui prendra en charge avec l'argent public, et donc le contribuable qui assurera les dédommagements. Mais au final, la conséquence la plus perverse, c'est que l'État du coup n'a pas intérêt à trop bien relever les effets secondaires du vaccin. Depuis le début, les déclarations sont mal faites et non systématiques, ce qui équivaut à une sous-évaluation très importante, alors qu'on aurait dû s'attendre à avoir une collecte active, particulièrement rigoureuse et systématique des données pour toute personne vaccinée, puisqu'il s'agit d'une nouvelle technologie vaccinale. On entend dire que l'état d'urgence sanitaire a entraîné une réduction des libertés fondamentales des citoyens. Qu'en est-il? Objectivement, la réponse est oui. Alors voilà une petite liste des restrictions des libertés qu'on a pu observer depuis l'instauration de l'état d'urgence sanitaire. On a clairement une restriction de la liberté de circuler, de la liberté de se réunir, de manifester et également d'entreprendre pour un certain nombre de projets professionnels. On a aussi une atteinte au secret médical par le biais de fichiers de personnes contaminées et de leurs contacts. On assiste également au déploiement de nouvelles technologies telles que Stop Covid, de données de géolocalisation ou encore des études de flux de population qui, en fait, sont tout à fait comparables aux technologies de surveillance de masse que l'on retrouve actuellement en Chine. Mais ce point-là sera développé dans un travail du collectif qui est ici différent du nôtre. Alors, en ce qui concerne l'obligation vaccinale, ce qu'on peut dire, c'est que si elle était imposée, donc rendue obligatoire, elle se ferait aujourd'hui dans une situation tout à fait malsaine, dans la mesure où on est dans un contexte de forte restriction des libertés civiles individuelles, et qu'elle se ferait à un moment où les polémiques sont virulentes autour de thérapies potentiellement efficaces sur le Covid, et on pense notamment à l'ivermectine, qui à la suite de bon nombre de publications semble être efficace. De plus, cette obligation viendrait dans un contexte où aucune mesure sérieuse n'a été prise pour développer l'immunité naturelle de la population, et où même un certain nombre de mesures sont allées contre le développement de cette immunité naturelle. On pense notamment au confinement, au manque de contact entre les gens, ou encore à la difficulté pour faire du sport. On pourrait même rajouter que cette obligation vaccinale viendrait dans un temps où la définition même de la pandémie a été modifiée par l'OMS, puisqu'avant elle était définie par un nombre anormalement important de décès, et étendue dans le monde, alors que maintenant on se contente de parler de cas uniquement. On peut même souligner que l'OMS vient de modifier la définition de l'immunité collective,
qui maintenant se résume selon elle à l'immunité vaccinale. Ce qui est tout à fait surprenant puisque l'obligation vaccinale viendrait dans un contexte de forte suspicion d'influence ou de lobbying par les laboratoires pharmaceutiques auprès des États et auprès des différentes instances internationales. Ce sont donc pour toutes ces raisons que l'instauration d'une obligation vaccinale serait aujourd'hui trop problématique. À la lumière de tout ce qui a été dit, que signifierait une obligation vaccinale pour les professionnels de santé ? La vaccination obligatoire pour les professionnels de santé entraînerait la perte de leur liberté de choix qu'est censé posséder tout citoyen. Cela les placerait en plus dans une posture sacrificielle car on leur imposerait un devoir d'exemplarité. Cela va donc à l'encontre de l'égalité de traitement entre les citoyens, une sorte de discrimination des soignants par rapport au reste de la population. De plus, ce serait une non-reconnaissance de l'intégrité du corps humain pour les professionnels de santé. Enfin, ce qui équivaudrait à une forme de manipulation des professionnels de santé, parce qu'en réussissant à tous nous vacciner, les autorités pourraient nous utiliser comme caution scientifique aux yeux du grand public. Quelles sont vos propositions ? Informer la population sur le fait que les nouveaux vaccins génétiques sont expérimentaux. Il s'agit donc d'une expérimentation humaine à grande échelle et qui est actuellement en cours, et ce jusqu'en 2023. Or, toute expérimentation sur l'humain relève d'une réglementation spécifique. Code de Nuremberg, déclaration d'Helsinki, convention d'Oviedo, code de la santé publique. Résultat, non seulement un vrai consentement éclairé est primordial, mais il n'y a pas de place à l'obligation dans un cadre expérimental. Ne pas tout miser sur l'immunité vaccinale artificielle, incertaine et non dénuée de risques, notamment le temps d'avoir un recul suffisant sur ces nouvelles technologies vaccinales. Et encourager toutes les mesures préventives et curatives visant à renforcer nos défenses immunitaires naturelles. D'ailleurs, à ce sujet, notre groupe du collectif santé, axé sur les médecines préventives, présentera sur d'autres vidéos ce qu'est justement le système immunitaire et les façons de le préserver et le développer naturellement. Pour tout nouveau vaccin, remettre au cœur des préoccupations médicales l'étude de la balance bénéfice-risque en toute transparence, ce qui revient à admettre qu'elle est aujourd'hui encore inconnue pour les nouveaux vaccins à ARN et à ADN. Laisser les professionnels de santé libres de choisir de se faire vacciner ou non, ce qui revient à rappeler et à entériner le fait que les professionnels de santé ont les mêmes droits et les mêmes libertés que l'ensemble des citoyens. Exiger le suivi de toutes les personnes vaccinées. Quant à la collecte active des données et à la pharmacovigilance, et quant à la transparence de tous les résultats. Et ne pas se contenter du simple signalement, donc qui est déclaratif, qui paraît très insuffisant. Informer loyalement et objectivement les professionnels de santé et la population générale des données contenues dans les études précliniques et les essais cliniques, y compris de leurs limites. Réouvrir le débat sur les critères définis par le gouvernement jusqu'à maintenant pour recommander une vaccination de masse. Par exemple, doit-on se baser sur le taux de mortalité ou le nombre de tests positifs ? Ou encore, doit-on s'appuyer réellement sur les conseils privés tels le cabinet McKinsey ? Remettre en question la clause qui exonère les firmes pharmaceutiques de toute responsabilité en cas d'effets secondaires et de complications post-vaccinales. Et ainsi rendre possible le recours juridique contre les laboratoires et permettre l'indemnisation des patients atteints.